Bonjour Edmond Tapsoba. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Ouagadougou. Vous êtes défenseur central du Burkina Faso et du Bayer Leverkusen, club allemand. Vous avez 22 ans, formé à Salitas d'abord. Ensuite, vous êtes passé par l'US Ouagadougou avant d'arriver en Europe à Lake Shoes au Portugal, puis la réserve, puis l'équipe première du Victoria Setúbal, avant donc d'arriver au Bayer Leverkusen en janvier 2020. Avec les étalons, vous avez fait votre première cape en août 2016 et vous comptez aujourd'hui 18 sélections. Tout est bon? Ouais, c'est ça. Très bien, alors on va commencer cette première partie avec votre parcours, notamment votre parcours du côté du Burkina Faso. Alors je vous le disais, vous êtes à Ouagadougou. Pour nous raconter un petit peu à quoi ressemblait votre enfance du côté du Burkina Faso? Je peux dire que j'ai eu une enfance normale. Comme tout gamin, j'ai rêvé de devenir professionnel. J'ai eu la chance d'avoir intégré le centre de formation Salitas à l'âge de 13 ans. J'ai fait 3 ans de formation. Après, j'ai joué la D3 plutôt. On est monté en D2. Cette année, on n'a pas pu aller en D1. L'année qui a suivi, on est monté en D1 et là, je suis parti. Donc, du coup, je peux dire que j'ai eu une enfance normale. D'accord. Au niveau de vos parents, par exemple, ils faisaient quoi dans la vie? Mon papa, il était chauffeur à la mairie. Et ma maman, elle était ménagère, elle faisait les petits commerces. Donc, ça allait. Donc, je peux dire qu'on ne manquait de rien. Et alors, votre premier contact avec le football, c'était comment? Je peux dire que depuis tout petit, j'aimais jouer au foot. Mais pour être honnête, je n'ai jamais pensé que j'allais arriver là où je suis aujourd'hui. Je jouais juste comme tous les autres le font. Et après, à un certain âge, tu te dis que pourquoi pas. Et là, tu mets toutes les chances de ton côté et voilà, ça atteint de payer. À quel moment, justement, ce déclic est arrivé, ce moment où vous dites, là, ça y est, je peux devenir footballeur? À quel âge, à peu près? Je peux dire qu'à 17 ans, avant mes 18 ans, avant de partir au Portugal, en ce moment, je voyais que j'avais une chance, même si elle était petite. J'avais au moins une chance. Donc, je me suis dit que j'ai mis toutes les balles de mon côté. Et là, ça y est. Ça veut dire qu'avant ça, c'était plutôt du plaisir dans la rue, dans le quartier Ouais, c'était du plaisir parce que j'aimais bien. Et je prenais du plaisir à jouer au foot. Donc, mais après, je me suis dit que pourquoi pas. Et là. Et quel souvenir vous gardez justement de cette partie foot dans les quartiers du côté de Ouagadougou? Je peux dire que quand j'étais ici, on jouait les maracana, les petits tournois, où les gens venaient nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse jouer pour eux. C'était vraiment cool. Là, tu connaissais tout le monde. Vous pouvez vous réunir des joueurs de peut-être. D'autres sont à Ouaga, d'autres sont à Bobo, d'autres sont à Kaya, vous connaissez. C'était comme une famille au fait. Donc, je peux dire que c'est ce moment qui me reste en tête. T'as vous dit qu'il vous paye un petit peu, c'était un peu comme un mini-système de mercato ou quoi à l'époque? Ouais, un truc comme ça. Parce que quand il a un match, il essaie de voir quels sont les joueurs qui peuvent le faire gagner. Ils viennent, vous venez, vous jouez. Quand vous gagnez, ils vous donnent un petit truc pour vous dépanner. Ça aidait un petit peu quoi, au moins voilà. Ouais, ça aidait beaucoup, pas un petit peu, ça aidait beaucoup. Ouais. Mais j'imagine que c'était pas non plus des tonnes quoi en termes d'argent. Non, c'était pas des tonnes. C'était des trucs vite fait. Donc ça allait. Je peux passer le week-end. C'est déjà pas mal. Ouais. Et j'ai lu que vous avez découvert le poste de défenseur central, de défenseur en tout cas par hasard, lors d'un match de quartier, c'est vrai ça? Ouais. Je peux dire que quand j'ai commencé au foot, j'ai commencé d'abord devant, en attaque. Après, je suis venu au milieu et dans mon équipe de quartier, un jour on est parti pour jouer un match. Et il n'y avait pas de défenseur. Le coach m'a demandé qui voulait jouer là-bas. Et je me suis proposé. Et depuis ce jour, il ne faisait que me mettre là-bas. Et c'est parti de là. Et vous aviez aimé ou vous étiez allé à contre-cœur dans ce poste de défenseur? Moi, ça ne me disait rien au fait. Moi, le fait que je sois sur le terrain, c'était déjà bon pour moi. Comme me mettre comme défenseur, milieu ou gardien, ce n'était pas un problème pour moi. Et au final, ça vous a permis d'être Ouais. défenseur professionnel aujourd'hui. Alors que vous l'avez dit, vous avez été repéré par Salitas. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment vous avez été repéré? Je peux dire qu'avant Salitas, il y avait un centre de formation qu'on appelait, pas un centre de formation, un centre de formation qu'on appelait Cada School. J'étais là-bas, on était là-bas à l'externat, on fréquentait là-bas et on faisait les entraînements les soirs. Et à un moment donné, ils ont décidé de fermer les portes de Cada School.
Et le coach, et Maïga, le directeur sportif, Maïga Bourema, il a contacté le coach du Karas Club pour dire s'il avait des joueurs pour qu'ils viennent faire des essais, parce qu'il voulait ouvrir Salitas. Donc, il nous a envoyé, on a fait d'abord un premier test. Il a pris quelques joueurs. Après le deuxième test aussi, il a pris quelques joueurs et c'est comme ça que j'ai pu intégrer le centre d'information Salitas. Et vous avez été dans le bon wagon, donc formé à Salitas. Ensuite, vous avez joué à l'US Ouagadougou, mais très rapidement, vous êtes exilé au Portugal. Vous avez quoi, 17 ans, c'est ça, 17-18 ans? Non, mais l'US Ouagadougou, je ne sais pas qui a mis ça sur le net, mais j'ai jamais joué là-bas. Ah, c'est bien de le démentir alors, Ouais. donc ça n'a pas existé. Non, ça n'a pas existé, je n'ai jamais joué là-bas. Même ici, souvent je rentre sur le net, je vois qu'ils mettent là-bas, mais je ne comprends rien. Je suis parti au Portugal quand j'avais 18 ans. D'abord, on est parti en Belgique et on devait faire un essai, je ne sais pas si c'était à Genk ou c'était à Genk, je pense. Et quand on est arrivé, ils étaient un surnombre de joueurs. Du coup, ils ne m'ont pas permis de faire l'essai. Après, je suis resté en Belgique pendant une semaine. Et après une semaine, je suis allé au Portugal. Et comment ça s'est passé du coup de la Belgique au Portugal? Je peux dire qu'à Salitas, ici, on avait un coach portugais qui venait souvent nous aider pour les préparations. Et il vit au Portugal, il est reparti. Il a parlé de moi à l'échange et ils ont dit pourquoi pas. Donc je suis allé pour faire un test. Le test a duré peut-être 15-20 minutes. Et après, j'ai signé. Voilà. Ouais, ça a été rapide, hein. En 15-20 minutes, ils se sont dit, c'est le bon gars. Ouais. Moi, quand ils m'ont fait sortir, moi, je me disais, peut-être ils n'ont pas aimé ou quoi. Après, ils m'ont envoyé au club, on a fait les papiers. Après, Mike est venu et puis on a signé. Bon, bah c'est cool. En tout cas, en plus, je sais pas si vous connaissez la ville de l'Eixoès avant d'arriver à l'Eixoès, parce que c'est pas la ville la plus connue du Portugal. Non. Et en tout cas, avec cet éloignement justement qui s'est fait donc juste avant l'âge adulte, mentalement, comment vous avez géré ça, cet éloignement avec la famille? Ça va pas être facile à cet âge-là de quitter le berceau du Burkina pour aller comme ça en Europe. Je peux dire que ça n'a pas été facile. Surtout les 2 premiers mois, c'était pas facile. Mais je me disais, je suis ici c'est pour la bonne cause. C'est pour aider la famille. Et je me dis que si j'y arrive, je pourrais aller les voir quand je veux. Même 1 jour, 2 jours, je peux aller les voir quand je veux. Ça ne sert à rien que j'abandonne et que je reparte en famille. Un jour ou l'autre, je serai loin de mes parents. Quand je serai marié ou quelque chose comme ça, je vais me loin de mes parents. Donc pourquoi pas essayer maintenant. Et c'est ça qui me donnait le courage de... Et en plus de ça, comme actuellement, les appels vidéo, tout, c'est ça qui m'a un peu fait tenir, sinon c'était pas facile. Et j'ai fait 2 ans avant de revenir, donc c'était vraiment compliqué. Ah, ça va être long, ouais. 2 ans d'éloignement total, Ouais. même s'il y a les appels vidéo quand même, c'est pas la même chose que de voir les gens en vrai. C'était compliqué. Parce qu'au Portugal, quand tu arrives là-bas, souvent pour avoir les papiers, c'est compliqué. Donc j'ai fait 2 ans avant d'avoir mes papiers, avant de pouvoir voyager. Dans 2 ans, je n'ai pas quitté le Portugal pendant 2 ans. Et comment vous avez fait pour tenir justement psychologiquement? Je sais même pas. Actuellement, si je te dis que je sais, je menti. Parce qu'à un moment donné, j'ai failli craquer. J'ai craqué à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, c'était compliqué. Donc, et je suis venu à Ouaga sans papier. Et après, pour retourner, c'était un problème. Et après, j'avais un ami qui connaissait l'ambassadeur du Sénégal, l'ambassadeur du Portugal au Sénégal. Et lui, il a contacté l'ambassadeur, il a expliqué un peu le problème. Et il m'a dit de venir. Donc je suis allé, il m'a donné le visa à moins de 1 heure ou 2 heures. Ça m'a permis de repartir au Portugal. Et donc ça a été épique quand même hein, pour rentrer, pour repartir plutôt. Ouais, parce que je suis rentré en sélection et pour repartir, c'était un problème. Mais bon, heureusement tout s'est réglé. Ouais, ça c'est la chance. Et quelle différence entre la vie au Portugal quand vous avez débarqué et ce que vous connaissiez avant au Burkina Faso? Parce que c'est quand même pas le même monde, j'imagine, entre les deux. Je peux dire que c'est complètement différent. Il n'y a même pas de ressemblance. C'était dur quand même parce qu'au Burkina, ici, tu n'es jamais seul, tu vois. Tu es toujours avec tes potes. Même quand il y a pas d'entraînement, tu es toujours avec tes potes. Mais là-bas, chacun pour soi. Vous jouez dans la même équipe, après les entraînements, chacun se dit au revoir, chacun vit sa vie. Et au début, ça me dérangeait un peu, tu vois, parce que je suis habitué à être entouré de mes amis. Là-bas, tu es là-bas tout seul dans ta maison, après les entraînements, tu n'as
personne avec qui parler. Comme tu ne parles pas la langue aussi. Donc, c'était chaud. Concernant la vie, je peux dire que c'est complètement différent. Mais au fur et à mesure, vous avez réussi à vous adapter justement à cet état d'esprit-là complètement différent. Parce que je pense que j'étais obligé. Parce que pour pouvoir grandir en maturité et dans le monde du foot, tu dois essayer de t'adapter le plus vite possible. Donc c'est ça qui m'a permis de mieux m'adapter. Venons-en à votre parcours du côté de l'Europe, justement. Dans vos premiers jours à l'HOS, alors je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, Ouais. mais dans vos premiers jours à l'HOS, votre destin bascule lorsque vous rencontrez un certain Deco, célèbre milieu de terrain du FC Barcelone des années 2000, devenu agent. Et apparemment, vous avez même créé une blague à la base. Racontez-nous comment ça s'est passé cette rencontre-là avec Deco. Et puis, j'ai fini les entraînements, je suis rentré chez moi, je finis de manger. Là, je voulais dormir à 23h. Et il y a un numéro qui m'appelle. Je décroche. C'était Philippe, un gars qui travaille à Deco. Il a le même âge que moi, il est âgé d'1 an. Je décroche, il me dit ça va, je dis ça va. Que c'est Philippe, j'ai dit oui. Qu'il y a Deco qui veut te rencontrer demain. Selon moi, c'était les mêmes trucs, tu vois. Les gens qui se font appeler par... J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et le lendemain matin, je me réveille, il vient me chercher. On arrive dans un restaurant et je le vois, il est assis. J'ai dit non, c'est pas possible. Parce qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, on le regardait à la télé. Et aujourd'hui, je me retrouve assis avec lui sur la même table. J'ai même pas cru. Je me suis dit que peut-être, il m'a dit qu'il est devenu agent, il m'a fait part de son projet. Il avait un bon projet pour moi, donc du coup, j'ai contacté Maïga. Et il est venu au Portugal. Il a écouté aussi le projet qu'ils avaient pour moi. Ils ont trouvé que c'était intéressant. Et on a décidé de travailler ensemble. Et en quoi justement il a cru en vous? C'était quoi le projet qu'il vous a présenté, Deco? Parce qu'en ce moment, il y avait des équipes qui étaient intéressées. Il y avait le Sporting, Porto, Guimarães, Braga. Et il m'a un peu expliqué comment ils sont collés à Guimarães. C'est-à-dire qu'il connaît bien le président, ils mettent le joueur là-bas. Guimarães met le joueur en valeur. Et après, c'est facile pour eux de les faire sortir. Par rapport à Braga, ils ne laissent pas les joueurs sortir facilement. Porto, c'est pareil. Et Porto aussi, quand tu arrives dans l'équipe B, pour monter en équipe A, c'est tout un problème. Braga, c'est pareil. Sporting, c'est pareil. Donc, ils m'ont un peu expliqué ça. Parce que moi, je ne connaissais rien, en fait. Moi, quand ils ont dit Porto, c'était... Waouh, Porto ou rien. Après, quand ils m'ont expliqué, j'ai essayé de comprendre et c'est de là qu'on est parti. Et ça vous a séduit à avoir une équipe plus faible, entre guillemets, c'est-à-dire passer par Guimarães pour ensuite avoir la rampe de lancement vers les grands clubs européens. Ça allait être c'était plus facile, au fait. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Ouais. Et comment Deco vous accompagne-t-il au quotidien? Je peux dire qu'on parle le plus souvent, on ne parle pas trop, mais Philippe qui travaille avec lui, c'est devenu un de mes meilleurs amis. On partage beaucoup de trucs ensemble, on est toujours ensemble. Je peux dire qu'à travers lui, on cause. Souvent, quand il s'appelle, moi je suis à côté, on parle. Souvent, il m'envoie des messages avant les matchs. Ou bien après un match, vous me dites, sur ce côté, tu devais faire ça, tu devais faire ça. Et après chaque match, on a des séances vidéo qu'on fait pour essayer de voir qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois continuer de faire. C'est ça qui m'aide beaucoup. Et ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il c'est un gars qui critique beaucoup. Donc, et les critiques font grandir les gens. Et il ne va pas te dire des mots doux pour te faire plaisir. Il te dit ce qu'il pense réellement de toi. Donc, c'est ça qui me plaît beaucoup chez lui. Et en tout cas, c'est un travail qui a payé puisque vous avez été recruté en janvier 2020, donc après être passé par le Vitória, du côté du Bayer Leverkusen pour un bon petit montant, quand même 18 millions d'euros, qui vous a fait l'un des défenseurs les plus chers quand même, je pense, de l'histoire du Burkina Faso, avec la découverte de l'Allemagne. On parlait du climat tout à l'heure, là par rapport au Portugal, beaucoup plus froid, la neige, pas la même langue, encore une autre culture aussi à appréhender. C'est pas trop dur au début, surtout qu'il y a eu la Covid qui est arrivée très rapidement, en plus dans les premières semaines de votre arrivée en Allemagne? Non, je peux dire que ça n'a pas été dur parce que quand je suis arrivé, le Portugal, ça fait que j'ai appris à parler l'anglais. Donc du coup, quand je suis arrivé, le coach aussi, il parlait français, il parlait l'anglais aussi, donc c'était plus facile. Et dans le vestiaire aussi, ce sont des coéquipiers fantastiques, m'ont bien accueilli. Il y a beaucoup de gens qui parlent français, qui parlent portugais, qui
tout le monde parle anglais, donc du coup, ça a été facile pour moi de m'intégrer par rapport au Portugal. D'ailleurs, on loue vos qualités d'adaptation et notamment d'apprentissage des différentes langues. Le portugais, vous parlez l'allemand ou l'anglais, toutes les langues quoi en fait. Un peu caméléon. Ouais, je veux dire que c'est plus facile pour moi d'apprendre les langues dans la rue, je peux dire dans la rue que d'aller à l'école. À l'école, c'est stressant, au fait. Quand je suis arrivé en Allemagne, ils m'ont donné un professeur d'allemand. Je suis allé au cours 2 fois, après j'ai dit, c'est pas pour moi. Parce que le cours durait 1h30. Et le professeur ne faisait que parler allemand. Donc, je ne pouvais pas comprendre ça. Du coup, c'est plus facile d'aller dans la rue, de discuter, de rencontrer des gens. Ouais, c'est mieux d'écouter d'écouter les gens parler. Après, tu sais te demander qu'est-ce qu'il a dit. Après, actuellement, quand le coach parle en allemand, je comprends. Mais pour parler, c'est un peu... Ça prend un peu du temps. Sinon, quand il parle, je comprends. Je peux dire à peu près tout, mais pour répondre, c'est un problème. Et d'ailleurs, le gardien du Bayern, Lukas Radecki, disait que de vous, que vous êtes une machine, je cite, je n'ai jamais vu un joueur s'intégrer aussi vite. Je veux dire que ça peut arriver à tout le monde si on t'accueille de la manière. Parce que quand je suis arrivé, je ne savais pas que c'était le coach qui voulait de moi. Donc quand je suis arrivé, il m'a appelé dans son bureau, il m'a un peu expliqué. Et là, je me suis senti en confiance. Et je regardais aussi leur match avant d'arriver là-bas. Et on avait le même style de jeu, tu vois. Donc c'était plus facile. Et de jouer aussi à des jeux de qualité. Donc c'était facile. D'ailleurs, en parlant de jeu de football, vous êtes un défenseur central, 1m92, 84 kg, très puissant, technique en même temps. Ça, c'est parfait pour le foot moderne. Ça, on est loin des stoppeurs d'antan qui dégageaient le ballon le plus loin possible. Ouais, je peux dire ça. Je peux dire que c'est la chance que j'ai. Salitas, je peux dire qu'ils m'ont bien formé parce que c'est de là-bas que j'ai fait ma formation. Donc, j'ai reçu une bonne formation. Et la plupart de mes promotionnels, peut-être 60% sont en Europe. Donc, je peux dire qu'on a été bien formés. Et c'est ça qui est en train de payer aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous reste à travailler selon vous dans votre jeu? Et peut-être les points faibles à corriger? Je peux dire que un peu l'agressivité. L'agressivité, souvent je ne mets pas l'agressivité à fond. Et aussi la concentration, ça c'est un petit truc souvent. Quand le match est un peu trop facile, tu perds juste un peu de concentration, mais je peux dire que ça arrive à peu près tout le monde. Ça aussi, c'est un truc aussi que je dois travailler, que je veux arriver à la perfection. Et aussi un peu sur le jeu aérien un peu. Et le jeu aérien, souvent, je manque un peu de timing. Je peux dire pas ça, je peux dire que ça va. Et en tout cas, depuis tout à l'heure, je constate quand même, depuis qu'on échange, vous semblez vraiment posé, calme. C'est votre vraie nature? Ou bien en vrai, vous êtes expansif, avec un caractère plus fort? Non, je suis comme ça de nature, c'est comme ça je suis. Je peux dire que ça se ressent sur le terrain quand je joue. Parce que quand je joue, tous les coachs que j'ai déjà eus ont tendance à dire que je dois beaucoup parler, diriger, mais je suis quelqu'un, je peux dire que je suis calme de nature au fait. On va passer à votre actualité. L'actualité du Burkina aussi en même temps. Donc vous êtes présent dans la liste du Burkina qui a été publiée ce jeudi. Félicitations d'abord, ça va être votre première CAN, mine de rien. J'imagine que vous êtes soulagé de voir votre nom comme ça affiché sur la liste des étalons. Je veux dire que j'étais content, même si je savais. J'étais content de voir que ma joie a été grande le jour qu'on s'est qualifié parce que je savais si Dieu m'épargnait des blessures, j'allais être convoqué pour la CAN. Donc du coup, le fait de voir ça public, je peux dire que c'est une fierté pour moi. Je peux dire que le travail que j'ai abattu est en train de payer petit à petit. Maintenant, mon souhait, si jamais la CAN, on finit la CAN, mon souhait maintenant, c'est d'amener le Burkina à la Coupe du Monde. Qu'on a loupé peu récemment contre l'Algérie. C'est passé près justement. J'allais en venir à ce match contre l'Algérie où c'était au coude à coude dans le groupe des éliminatoires et finalement il y a eu ce match en Algérie, ce match nul de partout et malheureusement voilà, c'est passé après. Qu'est-ce qui a manqué finalement, même si vous avez bien combattu, vous, l'équipe du Burkina Faso? Qu'est-ce qui a fait la différence entre une grande équipe comme l'Algérie et le Burkina qui est peut-être un tout petit cran en dessous?
Mais je peux dire que ce n'est pas le match de l'Algérie qui nous a coûté la qualification. Je peux dire que c'est le match contre le Niger, qu'on fait 1-1. Je peux dire que c'était un match prenable. Mais je peux dire, en ce moment, la plupart des gens avaient déjà leur tête sur le match de l'Algérie. Parce qu'on se disait que le Niger, c'est une équipe faible, blablabla. Mais de nos jours, le football, c'est un métier où on doit prendre tout le monde au sérieux. On doit les respecter. Je ne dis pas que je ne suis pas de dénigrer le Niger, mais je peux dire que le Niger, comparé à l'Algérie, il y a une grande différence. Donc du coup, on était plus concentré sur l'Algérie que sur le match du Niger. C'est ce qui nous a coûté la qualification en fait. Dans le match contre l'Algérie, à l'aller, on voyait qu'ils étaient prenables. Devant, à l'attaque, je peux dire qu'ils sont redoutables. Mais derrière, je peux dire qu'il y a des petites lacunes qui sont profitables. Et c'est ce qu'on a fait au match retour. Aussi, donc du coup, on devait nous concentrer plus sur le match du Niger que sur l'Algérie. Prendre match après match. Et nous, on s'est projeté déjà sur le match de l'Algérie. Ce qui a fait qu'en première mi-temps contre le Niger, on était une équipe méconnaissable. Donc je peux dire que c'est ça. En tout cas, ça vous a servi quand même de bon galop d'essai avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Mine de rien, vu votre blessure l'été dernier, une rupture d'un ligament, quand même, c'est pas rien, plusieurs mois d'indisponibilité, est-ce que vous avez eu peur à un moment donné de manquer cette CAN? Non, j'ai pas eu peur de manquer la CAN. J'ai pas eu peur de manquer la CAN. J'ai pas eu peur de manquer la CAN. Le truc, c'est que j'avais peur de manquer les qualifications. Et aussi, le truc, quand tu restes blessé pendant longtemps, quand tu reviens, tu perds de confiance. Tu prends du temps avant de revenir à ta forme. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et j'aime pas quand je suis pas en forme. Ça, c'est un truc que je déteste depuis quand je joue au foot. J'aime pas jouer un match et après le match, je vais regretter parce que le truc. Moi, après un match, si je fais un faux match, j'arrive pas à dormir au fait. Donc, ça me travaille, ce qui fait que j'arrive pas à dormir. Donc, quand j'ai appris ma blessure et on a fait les tests, ils m'ont dit 3 mois d'indisponibilité. Selon moi, j'avais dit 3 mois, c'est rien, mais après 2 semaines, tu craques. Et aussi avec les séances de rééducation, c'était pas facile. Tu vas au club à 8 h, tu repars chez toi à 16 h. C'était vraiment compliqué au fait. Et c'est là où le mental joue énormément, dans ces moments de rééducation. On a vu un clip du Bayer Leverkusen où on vous voit justement travailler ces séances très poussées sur la cheville, etc. Comment au niveau mental vous voyez vos coéquipiers jouer et vous êtes coincé entre guillemets en rééducation? Je peux dire que ce qui fait mal, c'est que où est situé le centre d'entraînement, c'est en face de la salle de rééducation. Donc quand tu es dans la salle, tu vois tout. Donc quand tu es dans la salle de rééducation et que tu vois t'occuper sur le terrain en train de rigoler, de se taquiner, c'est ça qui ça fait plus mal au fait. Donc du coup, moi j'avais demandé à ce que s'ils pouvaient la rééducation le soir pour ne pas voir mes coéquipiers sur le terrain et moi j'étais dehors. Mais après ils m'ont dit que c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de blessés, ils veulent faire l'éducation le matin. Donc quand j'arrivais, j'essayais de pas trop m'approcher d'eux. Pas comme je voulais pas qu'ils me regardent d'une certaine façon au fait. Ils vont dire peut-être les blessés, on doit être gentil avec lui, des trucs comme ça, non. Donc j'essayais au maximum mes coéquipiers. Mais après, ils venaient toujours en haut pour me saluer. Et je dis mes potes sûrs. Ils venaient toujours en haut pour me saluer, pour voir comment je vais. Mais après, ça allait. Et après, l'entraînement, ils étaient toujours chez moi pour ne pas que je sois seul. Donc je peux dire que ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup de solidarité. Vous êtes revenu plus fort en mi-octobre avec le Bayer Leverkusen, un club qui termine 4e à la moitié du championnat de Bundesliga. Quel bilan faites-vous plus généralement de la première partie de saison du Bayer? Je peux dire que c'est un bilan positif, assez positif, pas positif comme on le souhaitait, parce qu'on a perdu beaucoup de points contre des équipes du milieu de tableau, des équipes qui étaient prenables, ou des équipes qu'on menait 2-0 par exemple, et après ils remontent, ils nous mènent 5-2, ou on menait 2-0 à 8 minutes de la fin, après ils égalisent. Je peux dire qu'on a perdu des points assez bêtes. Je peux dire que dans la deuxième partie de la saison, on doit plus faire attention à ce genre de points, prendre tout ce qui est prenable
Parce qu'on sait qu'il y a des équipes, quand on les croise, je peux dire que c'est 50-50, on ne sait pas qui va prendre le premier. Il y a des équipes, quand on regarde la feuille de match, on se dit, bah, Leverkusen doit gagner, il faut aussi. Et on perd des matchs contre ces équipes-là. Et ça qui fait qu'on s'éloigne petit à petit du titre. Même si le titre, il est un peu compliqué. Donc, mais la deuxième place et la troisième place, je pense qu'elle est jouable. C'est ce qu'on va tenter de faire après la CAN ou après la pause. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas. Venons-en à la Coupe d'Afrique des Nations maintenant. Fermons les yeux un instant. 9 janvier 2022, match d'ouverture, Cameroun-Burkina Faso. Vous êtes à Yaoundé. Comment vous imaginez ce moment? Je veux dire que c'est ça serait un moment exceptionnel. Parce que jouer ta première CAN et jouer le match d'ouverture, c'est des millions de personnes qui seront en train de suivre ce match. Et aussi, jouer contre le pays organisateur aussi, ça sera... Parce qu'on sait qu'ils seront... Les supporters seront là pour eux. Même si nos supporters aussi seront... Je ne sais pas si on va jouer avec des spectateurs, mais je pense que à peu près, même si c'est la moitié du stade, je peux dire que ça sera un match difficile. Parce qu'ils jouent à domicile. Et ils ont je peux dire qu'ils ont des trucs à se montrer. Du côté où ils ont dit que la carte ne va pas se jouer, mais ça va se jouer, ça ne va pas se jouer. Je peux dire qu'ils ont des trucs à montrer, qu'ils sont là, ils ont tout organisé. Ils vont faire plaisir à la population. C'est à nous d'être présents, de répondre. Je peux dire que le plus important, c'est les débuts des matchs. Les débuts de chaque mi-temps et la fin de chaque mi-temps. Ça sera... Parce qu'au début, ils vont nous presser. Et là, si on arrive à résister, je pense que le match sera équitable. Surtout qu'ils auront la pression, eux aussi, d'être à domicile et avec ce poids écrasant, justement, de devoir faire bien à la maison. Ouais, et ça sera très dangereux pour eux. Parce que quand tu veux trop bien faire, souvent tu passes à côté. Je peux dire qu'ils sont des professionnels, ils vont savoir comment gérer. Nous aussi, de notre côté aussi. En tout cas, moi, je souhaite qu'ils essaient de trop bien faire et après, ils passent à côté. Là, ça nous sera profitable. Donc, voilà. Bon, et en tout cas, dans le groupe A, il y a donc le Cameroun, le pays hôte, mais aussi l'Éthiopie et le Cap-Vert. Bon, normalement, pour le Burkina Faso, ça devrait faire quand même pour passer au moins en huitième de finale. Je peux dire que ouais, quand on regarde les noms des équipes, des pays, c'est faisable, mais sur le terrain, c'est une autre réalité. Donc, c'est à nous de prendre tous les matchs au même niveau et ne pas négliger un adversaire comme on l'a fait contre le Niger. Et la présence du Burkina au Cameroun, ça tranche avec l'absence très remarquée lors de la CAN 2019 en Égypte. C'est un peu une erreur de l'histoire là, qui va être réparée. Parce que c'est vrai que c'était un peu bizarre de ne pas avoir le Burkina à la CAN. Ouais, je peux dire que c'est une erreur qui a été réparée. Mais c'est une erreur qui nous sert de leçon aussi. De savoir que tout est possible dans le football. Que ce soit le Burkina ou n'importe quel pays. Si tu fais des erreurs, je peux dire que tu peux te retrouver out de la CAN. Je peux dire, imaginons les éliminatoires de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe favorite. Mais je peux dire qu'ils ont fait une erreur contre Mozambique, je pense. Et ils ont fait un match nul. Et actuellement, ils se retrouvent out. Parce qu'ils ont fait un match nul contre Mozambique et après, ils ont perdu contre le Cameroun. Donc, je peux dire que ce sont des petites erreurs comme ça qui se payent cash. Et vous parlez justement du fait que ça répare l'histoire en quelque sorte votre présence. Vous avez commencé à titre personnel en 2016 en sélection, mais vous êtes imposé surtout à partir de l'été 2019, donc après la CAN manquée par le Burkina Faso. On sent comme une nouvelle ère chez les étalons avec plus de jeunesse et un renouvellement de l'effectif dont vous faites partie. Vous avez ce sentiment-là aussi, que ça a beaucoup changé depuis 2019, le départ des cadres notamment comme Pi3Pa par exemple? Ouais, je peux dire qu'actuellement, ils sont en train de renouveler l'équipe. Il y a beaucoup de jeunes. Mais sans vous mentir, je peux dire qu'on a toujours besoin de quelques anciens pour nous montrer la voie à suivre. Parce que si on laisse l'équipe entre les mains des jeunes, je ne pense pas qu'on va y arriver. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a certains cadres de l'équipe qui sont là, notamment Dayo, Adama Gira, Kofi aussi, je peux dire que c'est un cadre aussi. Il y a Steve Yago, donc je peux dire qu'ils sont en renouvellement. Et en plus, on a des bons talents qui sont en train de venir. Je peux citer, il y a l'absence de Lassina Traoré qui va nous manquer. Du coup, je lui souhaite de bon rétablissement à lui, même si on parle tous les jours au téléphone. Et je peux dire voilà.
Ouais, quand même, ce sera un petit peu pour lui. C'est vrai que c'est le grand absent du côté du Burkina, Ouais. Hassien Traoré. Sa blessure nous a fait beaucoup mal, mais on a dû l'accepter et puis l'aider à surmonter ce moment. Parce que moi, je peux dire que ça ne sera pas un moment facile pour lui. Moi, j'ai été blessé pendant 3 mois. Je sais ce que c'est 3 mois. N'en parlant pas de 9 à 12 mois, c'est énorme. Je reviens sur ce que vous disiez justement, ce mix entre jeunes et joueurs expérimentés, notamment en défense, hein, c'est le cas, parce qu'il y a vous, il y a Issa Kaboré qui a 20 ans, et puis il y a Steve Yago notamment expérimenté, et Hervé Kofi dans la cage qui a une bonne expérience également. C'est ça la recette gagnante pour concéder le moins de buts possible derrière? Ouais, je peux dire parce que je peux dire dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, on a encaissé peut-être 4 ou 5 buts, je pense. Donc du coup, je peux dire qu'on a une défense une défense assez bonne. Et c'est à nous de continuer à faire ce qu'on a eu à faire et voilà. On se comprend parfaitement bien. Il n'y a pas de problème entre nous. Je peux dire que le courant passe bien et je peux dire que ça se ressent sur le terrain. Et ça, cette alchimie-là, justement, elle sera très importante. Et maintenant, la question fatidique. Quelle est l'ambition du Burkina Faso? Et surtout, pensez-vous pouvoir apporter la première CAN de l'histoire du Burkina Faso en 2022? Je peux dire, moi, mon ambition, c'est de remporter la CAN. L'ambition du Burkina aussi, parce que je peux dire que toute équipe qui part à la CAN, c'est pour la remporter. Il n'y a pas une équipe qui part seulement pour participer. Mais le truc qui est là, c'est que, est-ce que, avec toutes les équipes qui sont là, je peux dire qu'on ne sera pas favori. Mais tout est possible. Si la Zambie a pu battre la Côte d'Ivoire en finale pour remporter la CAN, on peut le faire aussi. Rien n'est impossible à cette CAN. Donc du coup, je peux dire qu'en partant à la CAN, l'objectif c'est de remporter la CAN, mettre tous les moyens de notre côté et voir ce que ça va donner. Par rapport aux menaces justement d'annulation, on a beaucoup parlé ces derniers jours, annulation, report, finalement ça se maintient. Vous, comment vous avez suivi tout ça justement? Est-ce que vous êtes soulagé aussi que ça ait bien lieu au final? Oui, bien sûr, parce que moi, mon objectif c'était de jouer la CAN. Et souvent, quand je rentre sur les réseaux, je vois qu'ils sont en train de dire qu'ils vont annuler la CAN. Moi, je ne comprends pas, en fait. Parce que tu vois, tout le monde est en train de dire s'ils ont pu jouer la Copa, la Ligue des Nations, même l'Euro. Je peux dire que quand on dit Covid, tout le monde fait allusion à l'Europe. Je peux dire que c'était là que tout, même si ça a commencé en Asie. En Europe, de nos jours, ils sont en train de mettre. En Allemagne, il y a des stades où il n'y a pas de supporters. Mais en Afrique, ici, je dis que même s'il y a le Covid, mais ce n'est pas comme en Europe. Donc, du coup, pourquoi annuler la CAN si on a pu jouer la Copa et les autres compétitions? Est-ce que ça ne montre pas un peu aussi du mépris entre guillemets des clubs européens, parce qu'on a vu leur lobbying là récemment pour essayer de ne pas libérer les joueurs, par exemple? Ouais, je peux dire ça, mais en Allemagne, je pense que moi, mon club particulièrement, ils m'ont rien dit. Ils m'ont juste souhaité bonne chance pour la CAN. Ils m'ont juste dit d'essayer de revenir en bonne santé et tout ça. Donc, je peux dire que ça va. Surtout que chez nous, on a 2 défenseurs centraux africains. Donc, du coup, il sera moins de défenseurs centraux. Donc, mais ils n'ont rien dit. Ils vont se débrouiller, quoi. Ouais.